Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec une certaine émotion qu'à l'occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah, que nous avons décidé de vous inviter à un entretien sur le thème Mémoire et justice. On va faire un focus sur le procès Klaus Barbie avec Maître Alain Jakubowicz qui a accepté notre invitation. Euh, un grand merci à tous les partenaires, à Lilmod pour l'organisation, à Midreshet Yehuda Manitou et à Kalita qui sont partenaires de cette soirée hommage. C'est pour moi un thème qu'on n'a jamais traité à Lilmod. C'est la troisième ou quatrième année qu'on rappelle cette date. L'année dernière, on se rappelle, on avait fait un hommage à Noah Klieger. On avait interviewé des gens qui l'ont connu, des amis, sa femme. Il y a 2 ans, on avait également parlé de d'autres sujets. Et ce soir, je voulais mettre un autre sujet, c'est-à-dire la mémoire, la justice, la place de la justice dans la mémoire collective du souvenir des victimes de la Shoah. Mais juste avant de donner la parole au maître Jakubowicz, on va donner la parole à Shlomo. Shlomo, pour moi, il y aura maître Jakubowicz ce soir, mais mon maître, entre guillemets, en Shoah, c'est Shlomo, puisque c'est grâce à lui que j'ai appris beaucoup de choses, à guider, à m'investir dans ce devoir de transmission. Donc, Shlomo, Erev Tov, tu peux allumer. Voilà, j'ai ton micro, on t'entend. 10 minutes, c'est à toi pour traiter du D'accord. sujet. Voilà. Parfait. Alors, comment on retourne à la vie après la Shoah? Les rescapés sont complètement perdus. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à danser ou à être heureux à la libération. Et beaucoup de rescapés vont dire, ma guerre commence en 1945. Beaucoup d'enfants cachés qui étaient cachés chez des juges parmi les nations étaient presque heureux, je m'excuse du mot, pendant la guerre et découvrent en 45 qu'ils n'ont plus de parents. Comment on revient à la vie? La première chose, c'était de rechercher des survivants. Et ceux qui connaissent l'hôtel Lutetia à Paris savaient que là-bas, il y avait on a mis là-bas des rescapés des camps et il y avait des annonces, des gens venaient chercher, est-ce qu'il y a quelqu'un de ma famille qui est resté en vie? Et la phrase qu'on disait que tous les peuples à la fin de la guerre voulaient savoir sont morts pendant la guerre, les Britanniques, les Russes, les Américains, mais le peuple juif comptait, lui, combien sont restés encore en vie. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment on se reconstruit? Alors, 2 tiers des combattants de la guerre d'indépendance en Israël étaient des rescapés de la Shoah. On voit ici un membre de la Haganah qui se bat en Israël, mais il a un numéro sur le bras et son nom, c'est David Zilbergeld, rescapé d'Auschwitz, il a été déporté de Belgique. Il est venu se battre pour la guerre d'indépendance. Noah Klieger, dont on a parlé l'an dernier, qui était à Auschwitz sur l'Exodus et qui s'est battu. Joe Weisblatt, certains d'entre vous l'ont peut-être connu, rescapé d'Auschwitz, qui s'engage dans la guerre d'indépendance. Lui, c'est l'enfant de la chambre à gaz. Il était déjà dans la chambre à gaz quand le docteur Mengele a crié « Qui c'est qui a fait rentrer des enfants sans autorisation, faites sortir les enfants, j'ai besoin d'enfants pour mes expériences. » Lui, il a survécu et il s'est battu dans la guerre d'indépendance d'Israël. Joe Weisblatt, il y a quelques années déjà. Léa Gottlieb, rescapée de la Shoah de Roumanie, qui va former en Israël la plus grande start-up, la première start-up israélienne, Gotex, c'est des maillots de bain pour les femmes. Et elle est rescapée de la Shoah. Elle va créer une start-up. C'est-à-dire que le message, c'est réussir le plus possible, faire construire des choses dans la vie pour se reconstruire complètement. Aloumim, bien sûr, dont je dirige, des enfants cachés qui écrivent beaucoup, qui parlent, qui redonnent la parole à leurs souvenirs. Nous, les enfants cachés, on a également quelque chose à dire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un des buts principaux de Aloumim, c'est de retrouver les justes qui les ont sauvés et dire merci. Alors là, on voit Gabi Hochman qui a retrouvé au bout des dizaines d'années, elle a fait pour retrouver la bonne sœur Marie-Rose qui l'avait sauvée et lui a fait obtenir la médaille des justes.
Alors je lui ai demandé, mais pourquoi tant d'années? Il me dit, mais j'étais une enfant cachée, mais j'étais une enfant gentille. Il faut dire merci. Et un des buts de reconstruction, c'est de dire merci à ceux qui ont aidé les Juifs, notamment les justes parmi les nations. Et pour terminer, je voudrais présenter quelqu'un qui recherche son identité jusqu'aujourd'hui. Il s'appelle Romuald Baskinel. Son vrai nom qu'il a adopté en hébreu, c'est Yaakov Wexler. Il a grandi à partir de l'âge de 3 mois. Sa mère, d'un ghetto de Vatchigne, à côté de Bialystok, l'avait confié à une voisine chrétienne, sauvez mon bébé, sauvez mon bébé. Il a été élevé en tant que chrétien. Il ignorait complètement qu'il était juif. Il a voulu être prêtre. Il est devenu prêtre. Et sa mère catholique polonaise, quand elle décède, quand elle est très malade, il a déjà 35-38 ans, elle lui dit, j'ai un secret pour toi, tu es juif. Et il ne savait pas quoi faire, il était curé depuis prêtre pendant quelques dizaines d'années, donc il ne savait pas quoi faire, il est venu en Israël, on lui a dit peut-être que tu as de la famille, il y a un pays où il y a beaucoup de juifs, peut-être, et il a retrouvé de la famille en Israël, et il a retrouvé même comment il s'appelait Wexler, et il a pris le nom de son père parce qu'il ne connaît pas son prénom à lui. Et il y a avant le corona, on lui a fait sa bar mitzvah à l'âge de à peu près 78 ans dans la synagogue de Yad Vashem. On lui a fait sa bar mitzvah. C'est-à-dire que le retour à soi-même, la reconstruction, comprend beaucoup de choses. Se battre, être debout sur ses pieds, se battre notamment pour la guerre d'Israël. Non, je ne suis pas un esclave ni rien du tout. Je peux me reconstruire en me tenant sur mes pieds et me battre pour ce que j'ai droit. Raconter, dire merci à ceux qui nous ont sauvés. Ça, c'est très, très, très important. Et surtout, reconstruire des choses extraordinaires. On parlait de Léa. Et retrouver toute notre identité. C'est ça à peu près ce que je voulais dire. Et le sujet qu'on va aborder, c'est-à-dire faire justice, retrouver ceux qui ont fait du mal à nos familles, ceux qui ont massacré nos familles, c'est un point important. Je tiens à dire que sur les 7000 soldats qu'il y avait à Auschwitz, il n'y en a que 41 qui ont été jugés. À Sobibor ou à Belzec, il y avait une trentaine d'Allemands. Et ben, la majorité ont été acquittés pour avoir agi sous des pressions, avoir agi sous pression. Ils ont reçu des ordres, les malheureux, ils ont. Donc, il y a eu une grande déception après la guerre dans la justice. Donc, ce qu'on va écouter maintenant, c'est ce qui nous manque à nous dans la reconstruction. Mais est-ce que la justice a été rendue? Est-ce qu'on a retrouvé tous les criminels? Est-ce qu'on a besoin de procès pas seulement pour juger, mais pour faire savoir au monde entier ce qui s'est passé? Donc, merci pour cette soirée. C'est ce que je voulais dire en introduction. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais tout d'abord revenir sur votre enfance, tout simplement. Dans quel contexte vous avez grandi? Vos grands-parents viennent de Pologne, d'Hongrie, ont vécu pas mal de choses. Dans quel contexte on grandit quand on a fait peut-être partie des Juifs errants, des grands-parents qui ont beaucoup voyagé en Europe? Écoutez, moi, j'ai l'histoire de… Vous m'entendez là? C'est bon? C'est bon? Mon histoire, c'est l'histoire des Juifs ashkénazes qui ont vécu cette période. Mon grand-père paternel, ma famille paternelle vient de Pologne, d'un petit shtetl de Pologne. Mon grand-père paternel était, comme polonais, intégré dans l'armée polonaise pour aller combattre le tsar ou je ne sais quoi. On est aux alentours après la guerre de 14. Et lorsqu'il revient dans son village, pour avoir combattu pour l'armée polonaise, il se rend compte que son village a fait l'objet il a été brûlé, que les Cosaques étaient passés, que bon, les pogroms
des années 20, en fait, un peu avant les années 20. Donc, à ce moment-là, il décide de quitter la Pologne et il va en Allemagne, à Breslau, en fait, à la frontière entre la Pologne et l'Allemagne, où mon père va naître en 1921 et ses deux frères. Et en fait, c'est l'histoire des Juifs. Il était en Pologne, il a fui la Pologne pour aller en Allemagne. Tout va bien en Allemagne et Hitler prend le pouvoir. En 1933, mon grand-père qui avait du nez a tout de suite compris ce qui allait se passer. Donc, il est arrivé en France et il est devenu français. Et il y a eu les lois anti-juives. Vous savez, c'est la blague que vous devez connaître du vieux juif qui est sur son lit de mort et qui appelle sa femme et qui lui dit « Sarele, viens voir, je vais mourir ». Et tu te souviens, quand on était en Pologne, on était heureux, après on était en Allemagne, on était heureux, après on était en France, on était heureux. Et voilà, et il est arrivé les pogroms, il est arrivé, il fait « Sarele, approche-toi, dis-moi, je vais mourir, mais avant j'ai une question à te poser, tu ne crois pas que tu me portes la poisse ?» Voilà, c'est l'histoire de mon grand-père. Paternel. Et du côté maternel, c'est encore une autre histoire, parce que mes grands-parents étaient viennois, des vrais viennois, des Autrichiens pur jus, c'est-à-dire ceux qui étaient presque plus juifs, en fait, qui étaient des vrais Autrichiens, des vrais viennois. Mon grand-père était un intellectuel viennois qui jouait aux échecs, qui parlait qu'allemand, etc., etc. Mais au moment de l'Anschluss, il a fait comme tous les autres. Et donc, il a dû quitter l'Autriche et se réfugier en France. Enfin bon, c'est toute une histoire. Vous la connaissez par cœur, cette histoire. En réalité, mon histoire, c'est votre histoire pour la plupart d'entre vous. Et moi, je nais dans ce milieu-là d'un juif polonais, d'une juive autrichienne qui se rencontrent dans la bonne ville de Lyon. Et moi, je suis né en 1953. C'est-à-dire après la guerre, mais bon, pas très loin après la guerre. Et voilà, et moi, quand je nais, je suis élevé d'une part avec l'amour de la France, réellement. Mon grand-père qui parlait que yiddish, qui lisait la presse yiddish, enfin pour le polonais, évidemment, qui parlait avec un fort accent, mais pour toutes les fêtes nationales, il y avait le drapeau tricolore, quoi. Vraiment, il était, comme il disait, je suis stérilisé français. Voilà, il était profondément français, mais en même temps profondément juif. Donc moi, j'ai eu cette éducation-là dans les mouvements jeunesse juive, dans les mouvements sionistes, etc. Mais moi, à la différence de bien des amis dont beaucoup sont derrière l'écran là, avec qui on a fait tant de choses ensemble, qui nous ont formés dans les mouvements de jeunesse, dans les colonies de vacances du Fonds social juif unifié en France, et ben moi, j'ai fait le choix délibéré de ne pas faire mon alia. Le jour, on me dit souvent, j'étais très ami avec les différents ambassadeurs d'Israël en France, et notamment avec, comment s'appelle-t-il, j'ai oublié son nom, qui maintenant est directeur du musée de Belgique, j'ai oublié son nom, bon, peu importe, et il me disait, mais l'avenir des Juifs n'est pas en France, de toute façon, tu feras ton alia comme tout le monde, etc. Et je dis, ben moi, je serai le dernier. Pardon oui. Et on a eu ces discussions pendant des heures et des heures, et je lui disais, écoute, tu sais quoi, moi, je serai le dernier qui éteindrait la lumière, voilà. Alain, je vous arrête, c'est pas le thème de la soirée. Donc, vous grandissez, vous êtes quelques années après la guerre, mais cette Shoah-là, est-ce qu'il y a un non-dit autour de la Shoah? Et à quel moment vous découvrez un petit peu votre histoire familiale et l'histoire générale de la Shoah? Il y a un moment où vous vous rappelez de ça, ou c'est quelque chose dont on parle de ça à table une fois par semaine, une fois par mois? Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Moi, simplement, il y a une chose qui me marque, c'est mon grand-père paternel, justement, Erev Yom Kippour. Toute la famille était réunie chez mes grands-parents. Et après le repas avant Yom Kippour, mon grand-père prenait ses petits-enfants, les bénissait. Et après la bénédiction des petits-enfants, il avait un vieux tourne-disque où il faisait tourner des chants yiddish avec des chants extrêmement tristes. C'est le souvenir que j'en ai. Et je me souviens d'avoir vu mon grand-père pleurer. Tous les ans, il pleurait. Et je ne comprenais pas pourquoi il pleurait. Voilà. Et on m'a donné vaguement l'explication
puisque toute sa famille qui était restée en Pologne a été évidemment totalement, intégralement et définitivement décimée. Donc, c'est le souvenir que j'ai de cette première approche de la petite enfance. Et un petit enfant qui voit son grand-père pleurer, et moi, on nous faisait, nous, les enfants, sortir de la pièce pour qu'on ne le voit pas, mais on le voyait quand même. Et ça, j'ai appris la Shoah par les larmes de mon grand-père. Je comprends. Vous êtes tous invités à réagir sur le chat si vous avez des questions. Si on a le temps, on pourra en parler. Je m'excuse, j'ai un problème de caméra, mais je suis toujours avec vous. On se rapproche, donc vous grandissez, et on se retrouve maintenant en 1971, si je ne me trompe pas, où en fait, pour la première fois, on va entendre parler de Klaus Barbie grâce au couple Klarsfeld. Vous, quelle est votre situation à ce moment-là? Vous connaissez déjà l'histoire de proche? Vous la découvrez comme tout le monde à la télévision avec cet enregistrement de ce journaliste en Bolivie? Où est-ce que vous vous situez à ce moment-là? Là, vous parlez de l'interview de Ladislas de Hoyos qui a retrouvé Klaus Barbie en Bolivie, mais à ce moment-là, en France, personne n'en parle. Il y a effectivement un cénacle. Bon, moi, en 1971, c'est l'année de mon baccalauréat, j'ai donc 18 ans. Je suis très impliqué dans les mouvements de jeunesse et notamment dans les colonies de vacances où vraiment là je fais mon éducation juive réellement, où on est sensibilisé sur ces questions. Michel, bien sûr, s'en souvient particulièrement. Je suis très dans les mouvements sionistes, je passe beaucoup de temps en Israël, je vais mais à ce moment-là, moi, j'ai eu la chance en tant que jeune Français. Moi, je suis allé pour la première fois en Israël quand même en 1964 avec mes parents. Donc, j'étais âgé de 11 ans. Et donc, moi, j'ai connu Israël avant 1967 et je me souviens notamment du Jérusalem d'avant 1967. Et en 71, personne ne parle de Barbie. C'est pas vrai. Personne ne connaît ça. Et les enfants d'Isieux, dont nous allons parler dans quelques instants, personne n'en parlait. C'est pas vrai. En réalité, on commence vraiment à parler de Klaus Barbie qu'en 1983. Et je peux vous donner la date exacte. C'est le 5 février 1983, c'est-à-dire il va y avoir 40 ans dans quelques jours, où Klaus Barbie est ramené en France. Mais avant ça, seule une poignée de militants aux côtés, derrière Serge et Beat Klarsfeld ne parlent de Klaus Barbie, qui n'était pas Klaus Barbie, c'est un second couteau, hein, il faut bien comprendre. C'est pas Eichmann, c'est pas Rudolf Hess, c'est pas un grand leader du mouvement nazi. C'est un petit salopard simplement qui, comme beaucoup, a trouvé une légitimité dans sa petite vie minable grâce au parti nazi et ce surplus de pouvoir sur les autres par la guerre. Donc, en fait, ça n'intéressait personne. Et en réalité, justement, moi qui suis très impliqué dans la vie juive, notamment lyonnaise, de l'agglomération, etc., moi, je n'avais jamais entendu parler de Klaus Barbie. Mon père parlait parfois, qui avait été dans la résistance, lui, parlait parfois du boucher de Lyon, mais moi, je ne savais pas qui c'était. Voilà. Mais attention, en 1971, je n'ai que 18 ans, mais en 1983, je suis déjà avocat depuis plusieurs années, je suis déjà père de famille, et là, je ne suis plus dans le même contexte, quoi. Alors justement, il y a ces 14 ans où cette affaire Klaus Barbie est un petit peu connue du monde, mais on n'en fait rien jusqu'à qu'il est extradé de Bolivie, qu'il arrive. Comment vous, en tant que jeune avocat, et vous êtes le plus jeune avocat des 40 avocats qui vont siéger pendant ce jugement, comment vous arrivez à ce rôle et comment c'est faisable? Vous savez, c'est toujours la petite histoire dans la grande histoire. Le 5 février 1983, c'est un samedi, je peux vous le dire. Tous les samedis, j'étais jeune marié depuis quelques années, j'avais déjà 2 enfants. Mon dernier n'était pas né, qui est né en 1986. Et tous les samedis midi, on déjeunait chez mes parents. Voilà. Mais
on est des juifs qui répondent au téléphone le samedi. Voilà. Alors, pardon de choquer certains d'entre vous, sûrement. Michel, ça ne la choque pas parce qu'elle me connaît depuis toujours. Personne n'est choqué, personne n'est choqué. Voilà, non, mais je plaisante. Je ne suis pas du tout complexé avec ça, je vous rassure. Tout va bien, tout va bien. Donc, on déjeune, on est heureux, il y a les enfants, il y a les parents, tout va bien. Et le téléphone sonne et c'est le président de la communauté juive de Lyon, qui s'appelle Jean-Jacques Bloch, que je connaissais bien, qui est un ami de la famille. Mon père est très impliqué, il a été au consistoire, etc., etc. Et qui demande, il m'appelle chez mes parents, mais tout le monde savait que je mangeais chez mes parents le samedi midi. Et c'est à moi qu'il veut parler. Et il me dit, tu es au courant? Je dis, au courant de quoi? Il me dit, Klaus Barbie est dans l'avion, il va arriver à Lyon, et je veux que la communauté juive de Lyon soit première partie civile, et je veux que tu vois le juge d'instruction aujourd'hui, et je veux que ça soit toi, parce que tu es un enfant de la communauté, tu incarnes le renouveau. C'est un clin d'œil de l'histoire. Je veux que ça soit un jeune avocat juif né après-guerre qui aille plaider contre ce salaud au nom de la communauté juive de Lyon. Et donc, moi, j'essaye, et c'est comme ça que je découvre les choses, et c'est comme ça que je rentre dans le dossier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le dossier ne va pas rester lyonnais, il va devenir national et international. Et quelques années plus tard, quand il va y avoir le procès, on va changer de registre. C'est plus seulement la communauté juive de Lyon, c'est la communauté juive de France. Et à ce moment-là, évidemment, moi, je suis toujours un jeune avocat, même si j'ai quelques années de plus, et tous les grands avocats français veulent, et notamment juifs, veulent représenter la communauté juive. Il y a Kiechman, etc., qui font le siège du président du consistoire central, national, qui à l'époque est Jean-Paul Elkann. Et Jean-Paul Elkann demande à me voir et il me légitime nationalement. Et il m'a dit, l'image du jeune avocat juif qui va plaider pour, c'est l'image que je veux, et qui m'accorde sa confiance. Et c'est comme ça que je suis resté dans ce procès, à la fois le plus jeune et l'avocat de la communauté juive de France, du coup, c'est-à-dire avec une autre échelle, et que je vais le rester ensuite dans le procès Touvier, puis dans le procès Papon. Voilà la petite histoire dans la grande histoire. C'est intéressant, puisque c'est justement le fait que vous soyez lyonnais, que vous êtes né dans la banlieue lyonnaise et que vous êtes jeune, c'est ça qui fait en sorte que vous allez avoir ce dossier. Vous êtes un peu la relève, cette génération qui est après la Shoah. Et je passe à la fin du procès quand vous allez plaider. Et là, il y a votre grand-mère qui se trouve dans la salle lorsque vous faites le plaidoyer. Alors qu'est-ce que vous dites? L'image, moi, quand je pense à ça, quand il me dit « je veux que tu sois toi, jeune avocat, le représentant », moi, ça me renvoie à tout ce que j'ai appris dans les colos, etc., et les chants. Et dans mon esprit, c'est Am Israël Chai. Voilà, c'est ce que ça représente. L'image qui est renvoyée, c'est ça. C'est vous ne détruirez jamais le peuple juif. Et l'image qui est là, c'est que le jeune qui n'était pas contemporain de cette époque, mais qui prend le relais de ses ancêtres et qui le transmet aux générations suivantes. Voilà, c'est l'image. Alors, l'anecdote à laquelle vous faites référence, elle est assez extraordinaire et elle illustre, bon, là aussi, la petite histoire dans la grande histoire. Le dernier jour, il y a les parties civiles, c'est-à-dire les victimes et représentants des victimes, plaident pendant une semaine à ce procès. Le procès il dure plusieurs mois et il y a une semaine qui est consacrée aux plaidoiries des parties civiles. Il y a les résistants, il y a les juifs, il y a tous ceux qui… Bon. Et la communauté, c'est Serge Klarsfeld qui est le premier à plaider, et on dit à la fin, ça sera un représentant de la communauté juive et un représentant des résistants. Pour les résistants, ça sera Dumas, l'ancien ministre, qui était ministre, qui a été personnalité très controversée par ailleurs, notamment à l'égard d'Israël, mais c'est Dumas qui va plaider le dernier, et avec lui, pour représenter la communauté juive, ça sera le plus jeune des avocats, ça sera Alain Jakubowicz. Donc le dernier jour qui est très attendu et qui pour moi est très stressant évidemment, le monde entier m'écoute, me regarde, je vais plaider pour la communauté juive, pour les juifs du monde en fait, dans ce procès, aux côtés de Dumas. Et dans la salle qui est immense, immense, il y a un public, il y a des journalistes du monde entier, c'est très stressant. Évidemment, il y a mes parents, et puis ma grand-mère qui était encore vivante, et on dit à ma grand-mère, il faut que tu viennes, etc. Bon, et elle assiste à ma plaidoirie, et elle assiste à la plaidoirie de Dumas. Alors, il faut savoir que moi, je suis un jeune, tout jeune avocat, que Dumas était ministre de François Mitterrand,
que c'est vraiment une personnalité. Et ma grand-mère, elle ne connaît pas Dumas. Moi, elle me connaît. Et à la fin de ma plaidoirie, elle a cette phrase absolument extraordinaire. Elle dit que j'ai merveilleusement plaidé, évidemment, c'est ma grand-mère, mais que l'autre, il était pas mal aussi. Voilà. L'autre, il était pas mal aussi. Le type, il était ministre, il était, voilà. L'autre, il était pas mal aussi. Voilà. Évidemment, c'est une anecdote qui est savoureuse, quoi, qui résume tout. Voilà. C'est une blague juive, mais vraie. On va revenir sur votre plaidoirie dans quelques minutes. Euh, ouverture du procès. Vous connaissez, vous avez jamais vu Klaus Barbie, vous le voyez pour la première fois lors du début du procès. Quelle est votre impression? Comment se déroulent il y a déjà la préparation, il faut parler aussi de cette préparation. Le monde qu'il y a là, le niveau logistique, comment on se prépare à un procès d'une telle envergure? D'abord, l'instruction du dossier, elle a été relativement rapide, 1983-1987. À l'aune de la justice française, c'est très court, 4 ans. D'accord? Et évidemment, Klaus Barbie a été confronté à un certain nombre de ses victimes, celles qui étaient encore vivantes, pas celles qu'il a envoyées à Auschwitz, parce qu'aucune n'est revenue, mais notamment beaucoup de résistants qu'il a persécutés, qu'il a arrêtés, qu'il a torturés. Ce type est un sadique, hein. Avec un air de bœuf, un chien, c'est horrible. On ne va pas rentrer dans des détails, c'est atroce. Ce type est un horrible sadique. Mais moi, je ne l'avais jamais rencontré puisque je représentais des associations et des associations qui, évidemment, n'ont pas été confrontées à lui avant. Et le procès, la salle, elle est immense. C'est la salle des pas perdus du palais de justice de Lyon. C'est considérable. Il y a des centaines, plusieurs centaines, peut-être milliers de personnes, enfin peut-être pas un millier, mais pas loin dans la salle. Et ça, c'est un procès extrêmement pédagogique. Vous savez, en France, peut-être que certains d'entre vous étaient encore en France au moment où ce procès a eu lieu, c'est un électrochoc dans la société française. Vraiment, moi je dis, c'est Auschwitz qui est rentré au café du commerce. Tout le monde en parlait. Il y a un avant et il y a un après. Et donc, c'est un procès historique. Mais moi, je n'en ai pas conscience à ce moment-là. Vous savez, c'était il y a 40 ans bientôt. Moi, je n'ai pas conscience que 40 ans après, presque avec Serge Klarsfeld et pratiquement tous les avocats qui étaient là sont morts. Tous les témoins sont morts, toutes les victimes sont mortes, tous les juges sont morts, et qu'aujourd'hui, je porterai la parole de ce procès. Je n'en ai pas conscience à ce moment-là. Moi, en 1987, au moment du procès, j'ai 34 ans. Voilà, bon, je suis loin de m'imaginer tout ça. Et lorsqu'il rentre, c'est vrai que là, j'ai le poids. Ce type, il est à l'origine de la mort des enfants d'Isieux, il a torturé des gens, et je suis frappé immédiatement par son regard. Et là, je comprends beaucoup de victimes, on est quand même en 1987, la guerre est finie depuis 1944, et les gens l'ont reconnu quand même. Et quand on croise ce regard, moi, je peux vous dire qu'on ne l'oublie pas. C'est vraiment un regard très, très particulier. Je suis totalement attiré et fasciné par le visage et le regard de cet homme. Donc, c'est ça ma première impression. Merci. On va maintenant tenter de faire un partage d'écran. Ce soir, la technique n'est pas au plus fort, mais on va réussir. Et j'utilise le documentaire de France 5 qui a été fait il y a quelques années. Et là, à la troisième audience, il y a quelque chose de tout particulier qui se passe. On voit ce passage et puis après, on vous interrogera. Barbie a ouvert le papier. Voilà. Introduisez l'accusé, s'il vous plaît. 13 mai 1987, troisième audience. Pendant tout le temps que j'étais au procès, j'attendais que Maître Vergès fasse une déclaration imprévue ou nous surprenne. À un moment donné, il a écrit un mot qu'il a fait passer à Klaus Barbie. Et lorsque Klaus Barbie a ouvert le papier, j'étais très inquiète parce que je ne savais pas ce qu'il pouvait y avoir dans ce mot. Monsieur le Président, l'accusé demande s'il peut faire une déclaration à vous-même, au procureur,
ainsi qu'à mesdames et messieurs les jurés. Le président est un peu étonné, c'est une déclaration, c'est une... non, ça ne sera pas long, monsieur le président, mais c'est important. Donc, on donne la parole à Barbie. Trotz des Respekts, den ich für Sie, Herr Präsident, Malgré tout le respect que j'ai pour vous, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, Monsieur le procureur, je voudrais vous dire que si je me trouve aujourd'hui ici présent, c'est parce que j'ai été expulsé illégalement. Je suis détenu illégalement en France, je dénie la légitimité à la justice française, etc. Je suis victime d'un véritable lynchage de la presse. Et en foi de quoi, je ne veux plus assister à mon procès et je demande à regagner ma cellule. Vous vous imaginez dans la salle la stupeur dans les rangs des victimes. Et celui qui était soumis à l'interrogatoire n'avait aucune possibilité de s'y soustraire. Le procureur général Truche a eu cette fulgurance en se levant et en indiquant à Barbie en 1942-1944, ceux qui étaient entre vos mains à la Gestapo, vous ne leur demandiez pas s'ils avaient le droit de regagner leur cellule. La grandeur de notre état de droit, c'est que l'on vous accorde tous les droits. Bien, l'audience est suspendue. Au moins une demi-heure. Alors voilà, il y a un tournant qui se joue lors de cette troisième audience. On apprend que Klaus Barbie décide de ne plus assister à son jugement. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là dans la salle? Et est-ce que vous avez imaginé ce scénario? 40 ans plus tard, vous dites c'est évident, mais est-ce qu'à l'époque, vous dites ça peut arriver? Écoutez, d'abord, c'est l'effondrement, parce qu'on a l'impression que le procès va nous échapper. Pour les familles de victimes et les témoins, c'est évidemment terrible, parce qu'un procès sans accusé, on a le sentiment que c'est un procès désincarné. Mais en réalité, on n'a pas été assez vigilant. Pourquoi? L'avocat de Klaus Barbie s'appelle Jacques Vergès. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Jacques Vergès n'est pas un ami de la communauté juive et pas un ami d'Israël. Vous connaissez son parcours vraisemblablement. Il est payé d'ailleurs par François Genoux, qui est un financier suisse, très proche des milieux nazis, de l'extrême droite. Jacques Vergès est un personnage sulfureux. Ce qu'on avait oublié, c'est quelques mois plus tôt, là le procès commence au mois de mai, et je crois qu'au mois de février se déroule devant la cour d'assises de Paris un autre procès d'un terroriste qui s'appelle Ibrahim Abdallah. Vous savez, on est à l'époque des détournements d'avions, du FPLP, etc. Et est jugé à Paris cet Ibrahim Abdallah qui est défendu par Jacques Vergès. Et en fait, à son procès, Ibrahim Abdallah a quitté son procès. Donc la stratégie, c'est la stratégie de Jacques Vergès. Et en fait, il va réitérer à Lyon au moment du procès Barbie ce qu'il avait fait à Paris avec Ibrahim Abdallah. C'est-à-dire l'avocat écran qui veut que toute la lumière soit sur lui, qui veut qu'effectivement les flèches soient sur lui et pas sur son client. Et en fait, c'est une vraie stratégie d'audience. Évidemment, c'est l'électrochoc. Le procureur général Truche, dont on vient de parler, lui se lève en étant sur les principes, en disant l'état de droit français s'honore à vous donner les droits que vous avez refusés à vos victimes. Bon. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. On reste dans les beaux principes, mais Et en fait, tout le monde pense que le procès va être gâché par l'absence de Barbie. Eh bien, ça va se retourner contre lui. Ça va se retourner contre lui parce qu'en réalité, le procès va gagner en sérénité, va gagner en profondeur, va gagner en puissance. Parce que lorsque les témoins vont défiler à la barre, et notamment les femmes qui vont venir parler des sévices qu'elles ont vécus et de la réalité de l'univers concentrationnaire, eh bien, au lieu de s'adresser à Barbie, et vous savez, on l'a vu parce qu'en quelques occurrences, le président a obligé Barbie à revenir. Il a le droit de le faire, notamment pour les confrontations.
Madame, monsieur, est-ce que vous reconnaissez celui qui est dans le box? Oui, je le reconnais. C'est lui, etc. Mais ça, il faut qu'il soit physiquement présent. Donc, il venait une fois, deux fois. Mais le reste du temps, ces témoins témoignaient sans la pression de la présence de Barbie. Et ça donnait quelque chose d'absolument prodigieux. Et c'est pour ça que j'ai écrit un livre que je vous présente ici qui s'appelle « Vous étiez belle pour l'éternité ». C'est un livre qui était destiné à parler des femmes témoins. Et notamment ces femmes qui sont venues témoigner, des résistantes non juives, des juives, bien sûr, dont les familles ont été décimées. Lorsqu'elles sont venues témoigner, c'est pour ça qu'il y a un avant et un après. Lorsqu'elles sont venues témoigner, elles étaient totalement concentrées sur leur témoignage. Elles ont dit des choses qu'elles n'avaient jamais dites. Très souvent, derrière, dans le public, il y avait leurs enfants, leurs petits-enfants, parfois leurs arrière-petits-enfants. Et pour la première fois, on est en 87, pour la première fois, elles disaient des choses absolument incroyables, des choses simples. 22 mai 1987, on va justement voir. Et après on commente. Deuxième audience. Voilà, ça c'est Lise Lefebvre. Mais pourquoi est-ce que Barbie n'est pas là? Ça confirme sa lâcheté. Il aurait dû être là pour protester contre ce qu'on dit contre lui. Non. Mais en fait, je vous dis, ça confirme sa lâcheté. Le 13 mars 1944, Lise Lesèvre, agent de liaison de la Résistance, était arrêtée à Lyon par la Gestapo. Klaus Barbie allait mener les interrogatoires durant 19 jours. Sans haine. Barbie était toujours armé d'une schlague, d'un nerf de bœuf ou d'un nerf de bœuf, et frappait sur tout ce qui était à sa portée. Et quand il n'avait personne à frapper, il frappait ses bottes. Si bien qu'on l'identifiait quand il arrivait, parce qu'on entendait les craquements de fouet qu'il donnait sur ses bottes. Barbie était un sauvage, je ne saurais jamais assez le répéter. À midi, j'ai eu la pendaison par les poignets. J'ai d'abord eu les menottes à griffes. J'avais vu sur une table des choses étranges. Alors on m'a expliqué, les menottes à griffes avaient des griffes à l'intérieur. On posait une question, on serrait. C'était infiniment douloureux. J'avais l'impression que mes ongles allaient tomber. Alors, comme je n'ai pas parlé, on est passé à un autre exercice. J'ai été pendue par les poignets. Et comme je n'avais pas parlé, Barbie a lancé la menace. Nous allons chercher ton mari et ton fils, et devant eux, tu parleras. Et les nazis ont fait venir son mari et son fils. C'est dur. Si vous ne parlez pas, vous ne les reverrez pas. Ils se sont étreints, elle n'a pas parlé. Le soir, à minuit, j'ai eu la baignoire. Alors là, ça a été une épreuve terrible. Où notre colère, Vergès pouvait suspendre le procès. Les corps, quand on ramenait les corps des torturés, on n'aurait pas pu les mettre sur une chaise. Ils n'auraient pas tenu. Alors on les allongeait par terre. Et Barbie, le soir, venait se repaître de ces corps sans vie, ou qui semblaient sans vie. Avec la pointe de sa botte, il retournait le visage, et quand il croyait reconnaître un juif, il l'écrasait avec son pied. Atrocité, l'horreur des témoignages. Vous avez d'ailleurs, comme vous l'avez dit, écrit un livre sur le témoignage des femmes. Mais à votre avis, pourquoi ces témoignages ont été plus poignants que les témoignages, par exemple, des hommes qui ont également témoigné? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Alors, il y a deux choses. D'abord, et on le voit d'ailleurs dans l'actualité, vous savez, c'est ce que moi, j'interviens beaucoup auprès des jeunes, des étudiants, toujours le lien avec l'actualité. La perception des femmes dans ces événements est différente de celle des hommes. Leur bravoure, leur courage, on le voit en Ukraine actuellement, on le voit en Iran actuellement. Et surtout, ces femmes, lorsqu'elles venaient témoigner, à la différence des hommes, c'est jamais je, jamais à la première personne. Lorsqu'elles parlent pas très rarement de leur propre souffrance.
notamment là, peut-être qu'on va entendre des passages sur la déportation, elles ne parlent que des autres, de leurs camarades, des camarades qui sont restés. Une forme d'humanisme, d'humanité, d'altérité qui est totalement différente. Et puis, il y a une notion particulière parce qu'on est rentré à Auschwitz, pas par les livres, pas par les films, mais par des gens, et vous savez, les négationnistes, parce qu'il faut savoir qu'en 1987, à Lyon notamment, où il y a ce sinistre professeur Forisson, avec toutes les théories négationnistes, la Shoah n'a jamais existé, les chambres à gaz n'existent pas, et là, il se tait, on ne peut rien dire. C'est pas elle vient dire ce qu'elles ont vu, elles. Et dans notre civilisation judéo-chrétienne, qu'est-ce que c'est que le crime contre l'humanité? C'est le crime d'inhumanité, c'est de nier l'humanité de l'autre. Et en termes d'humanité, dans notre civilisation judéo-chrétienne, la place de la femme est une place à part, elle donne la vie. Tout ce qui est relatif à la négation de l'humanité, tout ce qui est relatif à l'hygiène, à la pudeur, à la nudité, est d'une approche totalement différente lorsqu'on parle d'une femme et lorsqu'on parle d'un homme. Et lorsque ces femmes sont venues donner des détails, mais terribles, ces vieilles dames dignes qui avaient mis leurs jolies robes, qui attendaient ce moment, qui était le moment de leur vie, beaucoup sont mortes immédiatement après, toutes sont mortes aujourd'hui. Mais c'était le moment où elles sont venues transmettre. Je parlais tout à l'heure du flambeau. Elles ont passé le flambeau à leurs enfants, à leurs petits-enfants, dans le cercle de la famille. Mais au-delà, elles ont transmis. On a défini réellement le crime contre l'humanité au procès Barbie, beaucoup plus qu'au procès de Nuremberg, qui est celui des grands dignitaires. Là, on est rentré sur le terrain. On a vu ces femmes venir raconter ce qu'elles ont vu lorsqu'elles parlaient des trains qui arrivaient, souvent des non-juifs, des résistantes, les trains qui arrivaient de Roumanie, de Grèce. Elles ont parlé de la façon dont les familles étaient séparées. Elles ont parlé de ces files d'attente, de ces corps dénudés, des familles, de ces grands-mères nues devant leurs petits-enfants qui allaient rentrer dans la chambre à gaz. Elles sont venues parler des odeurs. Elles ont raconté comment l'une d'entre elles a dit « Depuis, je ne peux plus sentir l'odeur d'un poulet frit » parce que c'est cette odeur-là. Elles ont parlé des fumées, elles ont parlé de choses par rapport à leur propre hygiène, de leur propre vie, de ce qu'était la vie d'une femme dans un camp d'extermination et dans un camp de concentration. Et là, on a pris une dimension totalement autre. On a défini le crime contre l'humanité, on a défini la Shoah réellement dans son vécu quotidien. Et le terme, d'ailleurs, le titre de mon livre qui s'appelle « Vous étiez belle pour l'éternité », c'est une phrase que j'ai tenue dans ma plaidoirie, m'adressant à ces femmes parce que moi, instantanément, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Il se passait quelque chose d'immense avec le témoignage de ces femmes. Et moi, je les voyais témoigner par rapport aux gens qui étaient dans la salle, qui leur tournaient le dos. Moi, j'étais face, vous m'avez peut-être vu, pas reconnu peut-être, mais sur ces images, je suis au bout du rang, donc je suis face à elles. Beaucoup fermaient les yeux. Quand Barbie était là, elle regardait, elle l'interpellait, elle voulait être… Pas là. Là, c'est une sorte de communion, si vous me permettez ce terme, et d'introspection. Elle parlait autant à elle-même, à leurs camarades qui étaient restés, à leurs enfants qu'elle parlait à la cour et au monde entier. Donc, c'est vraiment un moment qui est un moment historique réellement, même si je n'en ai pas conscience à ce moment-là. Et quand vous me demandez la différence avec sa présence et son absence, voilà, et pourquoi les femmes, voilà, je viens de vous l'exprimer avec, je dirais, l'émotion intacte qui est la mienne aujourd'hui, près de 40 ans plus tard. Merci, on continue, puisque c'est également, et surtout, on veut parler, témoigner ce soir, entendre des témoignages. Donc, on va écouter encore une ou deux témoins de ces atrocités. Le 6 juin 1944, le jour du débarquement allié, Simone Lagrange était arrêtée avec sa famille. Alors que la libération de la France commençait, elle allait subir durant des semaines les tortures de Klaus Barbie. Mes tortures ne sont pas celles des personnes qui sont passées avant, mais elles n'en sont pas moindres. C'était celles qu'on infligeait à une gosse de 13 ans et devant ses parents. Vous savez, ce sont des choses qui nous restent en nous, ce sont des souvenirs qui nous restent pour toujours.
Excusez-moi. Je vous en prie, si vous voulez vous asseoir quelques instants. Parce que c'était nos propres larmes. Il me frappait à coups de poing, à coups de pied. Il m'a fichu par terre combien de fois et relevé à coups de pied. Il m'écrasait la figure à coups de poing sur les plaies qui étaient déjà à peine refermées de la veille. Je dois dire que ça a duré 7 jours environ, cette petite sérénade. Le premier soir, il m'a ramenée à la cellule lui-même. J'étais en sang, j'avais la figure enflée, pleine de sang, les cheveux collés. Vous savez, quand on a les cheveux très longs, ça colle et à la transpiration et au sang. Il a appelé ma mère, de nouveau sur le pas de la cellule, et il m'a jeté contre elle en disant « Voilà ce que tu as fait de ta fille ». Ensuite, il y a eu Auschwitz. Auschwitz, ça ne se raconte pas. Je ne suis pas assez instruite pour vous dire ce qu'était Auschwitz. Je peux simplement raconter ce que moi j'ai vécu. On a découvert que la Shoah, elle a frappé à nos portes, en France. Elle a frappé dans nos villes, dans nos villages, que des gens tout à fait ordinaires se sont retrouvés mêlés à cette folie hitlérienne qui a fait voir des familles être totalement décimées. Et cette mémoire de la Shoah, eh bien, elle a pris corps, elle a pris l'image du sang et des larmes. Il y a déjà eu le tri lorsqu'on est arrivé. Ceux qui partaient vers la chambre à gaz, ceux qui ne savaient pas où ils allaient. Et puis il y a eu nous qui étions embarqués dans l'entrée de ce camp, nous à qui on avait enlevé les vêtements, nous à qui on tondait les cheveux. Puis ensuite, ça a été le drame du tatouage. Je me répète, j'avais 13 ans et je me suis sentie salie d'avoir un matricule. Certaines personnes payent pour se faire tatouer et moi, je me suis sentie salie avec ce matricule. Et je me suis amusée à pincer mon bras. Je peux vous le montrer. J'ai le matricule A8624 et le 4 est à moitié effacé. Et ça a été mes premiers 10 coups de schlag. J'avais fait mon entrée à Auschwitz. Une question qui me vient à l'esprit. On va continuer à visionner dans quelques minutes d'autres témoignages. On parle d'un électrochoc en France, comme vous l'avez dit. C'est la Shoah qui rentre dans le café du commerce. Ça dure pendant plusieurs mois. Cet électrochoc qu'il y a en France dans les années 80, qu'est-ce qui reste de cet électrochoc, à votre avis, 40 ans après? Moi, il reste. C'est-à-dire que moi, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Vous savez, moi, j'ai plaidé comme avocat pratiquement tous les dossiers de négationnisme à l'époque. Vous savez, la fameuse loi Guesso qui interdit la négation de la Shoah. J'ai plaidé ces dossiers contre tous les extrémistes. Et moi, je considère que grâce au procès Barbie, nous avons triomphé du négationnisme. Et ce n'est pas une mince victoire. C'est pas une mince victoire. Alors, bien sûr, il reste des négationnistes. Mais aujourd'hui, ils sont totalement marginalisés, ils n'ont plus de crédibilité, ils n'ont plus le crédit scientifique et universitaire qu'ils avaient à cette époque. Cette victoire-là, ce combat-là, je considère que nous l'avons gagné, même si mon avis ne fait pas l'unanimité, mais en tout cas, moi, je vous exprime mon point de vue et je connais quand même très bien le sujet. Et ça, c'est le procès Barbie. C'est le procès Barbie. Donc, je pense qu'il est totalement fondateur et qu'il n'y a pas lieu de bon. Alors, je vois Dieudonné, oui, mais Dieudonné, c'est cette poignée d'irréductibles, voilà, qui sont indécrottables, qui sont des idéologues, qui sont antisémites jusqu'au bout de leurs ongles. Bon, voilà, ceux-là, mais ils font plus d'émules, peu d'émules. Alors après, il y a tout le nouveau débat sur l'antisionisme, etc. Mais sur la Shoah, aujourd'hui, ça ne marche plus. Voilà. Donc, je pense que c'était quand même important, même s'il faut rester extrêmement vigilant. J'ai encore vu, comme vous l'avez peut-être vu, qu'aux Pays-Bas, maintenant, plus de 30% des jeunes considèrent qu'on a exagéré au sujet de la Shoah. Donc, c'est un combat de tous les jours, bien sûr. Rien n'est définitivement gagné. Mais vraiment, ce procès est absolument essentiel. Il a fait, en tout cas, des Français et des contemporains de ce procès, il en a fait des contemporains de la Shoah.
parce que c'était pas livresque, comme aujourd'hui, malheureusement, il reste que les films, les livres, les enregistrements. Il n'y a plus de survivants. Ils se comptent à l'unité. Voilà, donc c'est vraiment un tournant extrêmement important. Est-ce que vous pensez que ce procès a été une victoire sur l'histoire d'une certaine manière, une revanche ou peut-être une vengeance des victimes? Comment on peut définir? Parce que là, vous parlez du côté de l'électrochoc, mais ce soir, c'est mémoire et justice. Qu'est-ce qui reste? Bon, d'abord, moi, la vengeance n'est pas inscrite dans ma culture, dans mon histoire et dans mon maigre apprentissage de mon judaïsme. Si on me pose la question, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi sur la toile aujourd'hui, mais pour moi, la vengeance, elle n'existe pas dans notre histoire. Cette notion en termes de vengeance, non. Puis de toute façon, ça serait dérisoire. On ne se venge pas du nazisme avec ce second couteau qui est Klaus Barbie. Non, bien sûr. Ce n'est pas une revanche non plus. C'est simplement beaucoup plus puissant que ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il peut se passer n'importe quoi. Vous ne triompherez pas et vous n'éradiquerez pas le peuple juif. Voilà. Pour certains, on peut appeler ça une revanche, si vous voulez, ou une vengeance. Pas pour moi. Pour moi, et il est très symbolique que ce procès précisément se soit tenu en France, dans ce pays dont je dirais, le comportement pendant la guerre à l'égard des Juifs est loin d'être exemplaire. C'est même sans doute le pire en Europe, mais le meilleur en même temps. Plein de ces contradictions, en fait. Donc, je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement fort, et il l'est d'autant plus pour moi, qui me sens totalement et profondément français. Moi, je revendique cela, comme je revendique, bien sûr, mon judaïsme et mon appartenance au peuple juif. Et il n'y a rien d'antinomique là-dedans. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement puissant, en fait, que ce procès ait eu lieu et qu'il ait eu lieu en France. Mais non, moi, je récuse le terme de vengeance, je récuse le terme de revanche. Pour moi, c'est la connexion de la justice et de l'histoire. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons fait intervenir, moi j'ai fait venir à ce procès mon témoin, mon seul témoin, j'ai fait venir Elie Wiesel, prix Nobel. Vous posez la question. C'est un témoin, c'est un grand témoin, mais c'est un témoin qui n'est pas oculaire, il n'était pas là. Alors, pourquoi le faire venir finalement? Alors, on a eu ce grand débat qui consiste, est-ce qu'on peut être témoin de quelque chose alors qu'Elie Wiesel, il n'était pas en France, qu'il ne connaissait pas Klaus Barbie? Mais oui, mais c'est ce qu'on appelle des témoins d'intérêt général. Et on a fait valider ça à ce procès. Lui, il était habilité à venir dire ce qu'était la Shoah, comment le peuple juif a vécu ça. Son témoignage reste un moment historique. C'est moi qui l'ai recueilli. J'ai d'ailleurs le texte écrit que je conserve précieusement, puisque j'ai l'original signé de sa main, puisqu'il me l'avait envoyé. Voilà, c'est quelque chose, c'est un moment historique, mais c'est un moment ce n'est qu'un procès. Hein. Un procès, il est fait pour juger un homme, pas pour juger un système. Donc, c'est très ambivalent, c'est très complexe en réalité tout ça. C'est très juif, en fait, parce que en réalité, on a fait une forme de talmudisme au cours de ce procès, c'est-à-dire qu'on a réuni l'ensemble des éléments. Et en fait, c'est assez plaisant de voir la justice française faire du talmudisme d'une certaine façon. On va un petit peu continuer dans le procès et parler des enfants d'Isieux, voir une partie de ces témoignages. Toute une race, et des enfants surtout, n'est-ce pas? Des enfants pris comme tels, comme Isieux. C'était pas la guerre, Isieux. Il n'y a pas d'anciens combattants d'Isieux. Il n'y a pas eu de bataille d'Isieux. J'ai entendu les cris et les larmes des enfants et les hurlements des soldats allemands qui criaient « Schnell, Schnell ». C'était le moment où il embarquait tout le monde dans les camions. Le 6 avril 1944 au matin, la Gestapo lyonnaise faisait irruption dans le foyer d'enfants du village d'Isieux, dans l'Ain. Ce jour-là, 44 enfants juifs étaient raflés et déportés à Auschwitz. Le plus jeune avait 5 ans.
Je me sentais personnellement très concerné. Conter l'histoire. C'est pour ça que je suis passé en premier. Le malheur a frappé dans ma famille 2 fois par la cause de la même personne, M. Klaus Barbie. La première fois parce que c'est lui qui a arrêté mon père et mon frère, et la deuxième fois, c'est lui qui a arrêté Mina et Claudine à Isieux. Mina et Claudine, c'était mes sœurs. Disons que ma mère est une femme très âgée, elle est dans la salle. Elle a 83 ans et elle veut absolument témoigner, elle voudrait même le voir. C'est ce qu'elle m'a demandé. C'était un homme, comme il vit encore. Il vit encore, un homme comme ça. Qu'est-ce qui me fait mal pour toute ma vie? Voilà. Qu'est-ce qui est plus cher pour une mère comme des enfants? Il n'a plus cher, non. Dans la vie, il n'a pas plus cher comme des enfants. En suspension d'audience, nous vivions en dehors du procès. Sabine Zlatin, la directrice de la maison d'Isieux, a perdu son mari dans la rafle du 6 avril 1944. Mais c'est pour les enfants qu'elle vient réclamer justice. J'étais pas là. J'étais à Montpellier. Et la maison était déportée. Les enfants jetaient comme des paquets vivants dans les cars. 44 enfants, leur éducateur et mon mari. Je vais vous dire, et je vais dire surtout à la défense de Barbie, que Barbie a toujours dit qu'il s'occupait uniquement des résistants et des maquisards. Ça veut dire des ennemis de l'armée allemande. Je demande, les enfants, les 44 enfants, c'était quoi? C'était des résistants, c'était des maquisards. Qu'est-ce qu'ils étaient? C'était des innocents. C'était des innocents, cette phrase qui résonne encore. Cette histoire des enfants d'Isieux, c'est une histoire qui a vraiment marqué le procès. Mais vous, particulièrement, puisque ces enfants d'Isieux, vous continuez à vous accompagner, vous avez pris un rôle, vous les avez pas adoptés, mais vous avez continué cette histoire. Racontez-nous comment elle vous a touché dans le passé, elle continue à vous accompagner aujourd'hui. Pardon. Ça passera jamais. Pardon. Vous savez,
J'ai fait beaucoup de conférences, beaucoup d'interventions depuis toutes ces années sur ce sujet et je craque tout le temps. Voilà. J'arrive jamais à résister, jamais. J'essaie de me mettre en condition, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Les enfants d'Isieux, la vérité, vous savez, il y a l'histoire racontée, puis il y a l'histoire réelle. Les enfants d'Isieux, personne n'en a parlé jusqu'à ce moment-là. Et Sabine Azlastin, que vous avez entendu, la directrice, qui était une communiste, pur sucre, très éloignée de la vie juive et de la religion juive et de la pratique du judaïsme. Elle en a voulu toute sa vie à la communauté juive, toute sa vie, d'avoir ignoré les enfants d'Isieux. Moi, je suis né à Lyon. Isieux, c'est à une centaine de kilomètres de Lyon. Jamais j'avais entendu parler des enfants d'Isieux. Aujourd'hui, tout le monde parle des enfants d'Isieux. On n'en avait jamais entendu parler. Les premières commémorations après-guerre à Isieux, la communauté juive n'était même pas présente. Même pas présente. Donc, on doit aussi faire un peu notre propre. Pour moi, les enfants d'Isieux, c'est assez incroyable. J'ai découvert les enfants d'Isieux. Et moi, je les appelle mes grands petits frères. Parce que, en fait, comme꯫ C'était des enfants, donc ils sont restés des enfants, puisqu'ils ne sont jamais devenus adultes. Donc, c'est mes petits frères et sœurs. Ils sont beaucoup plus jeunes que moi, mais en même temps, ils sont beaucoup plus vieux que moi. Et si Barbie n'était pas venu les rafler ce 6 avril 1944, ben aujourd'hui, vous calculez l'âge qu'ils auraient. Beaucoup seraient morts de vieillesse. Et c'est pour ça que pour moi, c'est mes grands petits frères. C'est emblématique. Les enfants d'Isieux, c'est la Shoah des enfants. 1,5 million d'enfants. On ne va pas chicaner sur les chiffres. C'est pour ça qu'au cours de ma plaidoirie, j'ai montré l'enfant à la casquette. Qu'est-ce que c'est cette image? Voilà. Je l'ai montré pendant ma plaidoirie. Pourquoi? Parce que cet enfant, c'est le petit frère des enfants d'Isieux. C'est les mêmes. Et c'est ce que j'ai plaidé, paraphrasant Elie Wiesel, c'est le même enfant, en tout lieu, dans toute l'Europe, qui a vécu la même chose. Ils sont interchangeables, ces enfants. Alors, l'histoire des enfants d'Isieux, elle est effectivement emblématique. Qu'est-ce que c'est qu'on parle de la colonie d'Isieux? Ce n'est pas une colonie, c'est une maison dans laquelle l'OSE, l'œuvre sociale à l'enfance, de sauvetage des enfants, réunissait les enfants dont les parents se cachaient, étaient déjà partis en déportation, etc. C'était une sorte de colonie avec des enfants de tous âges. Il y avait une très grande rotation d'ailleurs. Les enfants arrivaient, partaient, étaient déplacés, partaient en Suisse, retournaient. Et c'était des enfants qui ont été élevés sans leurs parents. Et le travail admirable, on ne dira jamais assez la chose, le travail, mais il n'y a pas de mots pour qualifier le travail qu'ont fait Serge et Beat Klarsfeld, et notamment Serge, pour redonner une vie à ces enfants. Ils ont retrouvé les photos, ils ont retrouvé les lettres des enfants qu'ils envoyaient alors qu'on a lues au cours du procès. Et ces enfants étaient là, heureux d'une certaine façon, avec leur moniteur, avec une institutrice qu'on va entendre, qui venait à vélo leur faire les cours, etc. Je voudrais vraiment, je ne sais pas si certains d'entre vous, maintenant, vous êtes pour la plupart d'entre vous en Israël, mais quand vous venez en France, allez à Isieux, vraiment. Il faut aller à Isieux. Il faut aller à Isieux. Pour moi, il faut aller à Yad Vashem, il faut aller à Isieux. Voilà, c'est deux endroits. Les responsables du mémorial. Ce n'est pas un mémorial, c'est l'endroit où ils ont vécu, vraiment. Et on comprend à ce moment-là comment l'acharnement des nazis, c'est ce que dit, c'est quoi? C'était des maquisards, mais comment, quand je parlais tout à l'heure de la pérennité, du caractère éternel du peuple juif, c'est tuer les enfants pour qu'il n'y ait plus aucune trace. Et ces enfants, vous avez entendu Ita Allenbronner, vous auriez pu entendre Fortuné Benguigui, qui sont les femmes qui ont accompagné. C'est un serment qui a été fait par les Klarsfeld à ces deux femmes, Madame Allenbronner, Madame Benguigui. Madame Allenbronner, elle perd 3 enfants à Isieux, 3 enfants qui sont à Isieux. Madame Benguigui, que vous avez entendu, Madame Allenbronner, pardon, 2 enfants, Madame Benguigui, 3 enfants.
Vous avez entendu le grand frère, le premier monsieur que vous avez entendu. C'est le grand frère qui est devenu un vieux monsieur qui, lui, n'était pas à Isieux. Et c'est absolument stupéfiant ce qui va se passer. Ce 6 avril, ils arrivent, les enfants, c'est les vacances de Pâques en France. Et c'est un joli, il y a le soleil, etc. Les nazis arrivent, ils embarquent tout le monde. Et il y a un fait que je vais appeler vraiment la caractérisation du crime contre l'humanité. Lorsqu'ils arrivent, il y avait un enfant du village. Il faut savoir qu'il y a 2 villages. Il y a Isieux et en dessous, il y a Brégnier-Cordon, qui est juste en dessous. Il y a des virages et bon. Et il y avait un père de famille qui était en instance de divorce qui avait mis son enfant, Goy, bien sûr, du village, à la colonie pour les vacances. Et lorsque les camions des nazis vont descendre, les gens du village vont reconnaître l'enfant en disant « mais il n'est pas juif ». Et il va être sauvé. Et il va venir témoigner au procès. Donc là, on met le doigt, et même pour les gens les plus, pour le français moyen, il se dit « mais attends, il y a un gosse qui est là, c'est le même gosse, quoi. » Il va retrouver sa famille, et les autres, ils vont aller au Fort Montluc, ils vont aller à Drancy, ils vont partir à Auschwitz. Et on a des témoins du voyage. Et je veux vous citer une anecdote. Il y a un témoin qu'on n'entend jamais dans ce procès. Vous savez que vous pouvez écouter tout le procès. Il a été enregistré, filmé, et on peut entendre tout le procès. Il y a un témoignage. 150 heures presque. Il y a un témoignage dont on ne parle jamais, et moi je vais vous en parler. Il y a une monitrice. Il y a une monitrice à Isieux qui s'occupe des enfants et qui est très très proche d'un des enfants. Cet enfant, il a 5 ans. C'est un bambin, c'est un bébé. Et il n'a ni papa ni maman. Et tous les soirs, c'est cette monitrice qui s'appelle Léa Feldblum qui s'occupe de lui, qui le berce, qui lui chante, qui lui parle de son papa, de sa maman, etc. Et Léa Feldblum, elle va partir, elle va être raflée avec les autres et elle va faire tout le convoi. Et elle va arriver à la sélection, à Auschwitz. Et ce petit garçon qui s'appelle, pardon, je m'excuse, alors, vous allez trouver son nom parce qu'il porte le nom du fondateur de Google, là, comment il s'appelle, Zuckerberg. L'enfant s'appelle Zuckerberg. Alors, on a fait des recherches pour savoir si c'était de la famille du Zuckerberg. Non, pas du tout. Et ce petit garçon, dont j'ai oublié le prénom, malheureusement, je suis désolé, Zuckerberg, il s'accroche à Léa. Léa, c'est sa maman. Et Léa est une jeune femme belle, vaillante, qui, dans l'échelle des nazis, doit pas aller dans le même rang que le petit Zuckerberg. Et là, on a des témoins qui voient comment on va séparer Léa du petit garçon. Et cette femme a survécu. Elle est passée entre les mains du docteur Mengele, donc je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, à Auschwitz. Elle a survécu et elle est devenue folle d'une certaine façon. Immédiatement après la guerre, elle a fait son alia. Elle est donc montée en Israël. Et au moment du procès, on lui a dit « il faut que tu viennes témoigner ». Alors, elle est venue témoigner. Mais son témoignage, personne n'en parle. Personne ne l'écoute parce qu'il est incompréhensible. D'abord parce qu'elle a perdu beaucoup l'usage du français et parce qu'elle ne vit pas sur la même terre que nous. Voilà. Ce qu'elle a vécu, ce n'est pas la même terre. Et son témoignage est une souffrance. Mais écoutez-le. Ces silences parlent plus encore que ce que vous avez entendu. Lorsqu'elle ne parle pas, elle vous dit tout. Son visage ravagé. Et Léa Feldblum a témoigné et elle est morte. Voilà. Pratiquement dans les mois qui ont suivi. Voilà. L'histoire des enfants d'Isieux, l'histoire des… Émile Zuckerberg, merci beaucoup. C'est l'histoire des enfants d'Isieux, c'est ça. Voilà. Et c'est vrai, quand on a connu ça, quand on a été… Moi, j'ai l'impression de les avoir connus, en fait. Et c'est vrai que pour moi, ça reste marqué. Aujourd'hui, je suis administrateur du musée mémorial, etc. Et s'il reste une seule fonction à laquelle je suis attaché, c'est celle-là. Voilà. Mais il y a tant de choses à dire sur les enfants d'Isieux et je vous invite vraiment à aller à la bibliographie, à vous reporter à tout ce qui est écrit. Les enfants d'Isieux, c'est la caractérisation, l'exemple même de la Shoah des enfants.
Alors, on pourrait continuer encore longtemps, mais on ne peut pas vous prendre beaucoup plus de temps encore. Vous avez parlé de ce silence, et dans votre plaidoirie, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Plaidoirie, oui, on dit plaidoirie, oui. Voilà. Alors, vous écrivez comme ça. Là, voilà, vous l'avez envoyé. Je crois indispensable de vous la présenter pour que grâce à elle, les fantômes de Nina, Mina, Claude, Albert, Max, Théodore, Joseph, Georges, Arnaud, Isidore et tous les autres enfants assistent au procès de leur bourreau. Donc, vous montrez l'image. Elle réclame un instant de silence pour que vous en jugiez en conscience. Vous avez demandé dans la salle de faire une minute de silence. Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est très inhabituel. Vous savez, ma plaidoirie, je l'ai préparée avec deux hommes, malheureusement disparus, deux médecins. Un qui s'appelle le docteur Aron, qui était un important responsable de la communauté juive de France, et puis un homme qui s'appelle le docteur Fabre. Et en fait, le docteur Aron et le docteur Fabre s'étaient connus au lycée. L'un était juif, l'autre était chrétien. Le docteur Fabre était très proche du cardinal de Courtrai, des amitiés judéo-chrétiennes, le cardinal de Courtrai qui nous a beaucoup aidé pendant ce procès. Et en fait, ma plaidoirie, j'ai voulu la préparer avec ces deux hommes, un chrétien, un juif. Et l'idée a été effectivement pour montrer que les enfants d'Isieux, c'était tous les enfants juifs déportés pendant la Shoah. On a décidé, et moi c'était un peu téméraire de la part du jeune avocat que j'étais, de présenter cette photo qui, d'une certaine façon, n'avait rien à voir, mais qui avait tout à voir, et de l'imposer à la vision des jurés, et de demander, ce qui ne se fait jamais, une minute, un instant de silence pour permettre aux jurés d'intégrer cette idée-là, hein, que cet enfant, c'est ses enfants, et ses enfants, c'est cet enfant. Voilà. Alors, on peut appeler ça un effet d'audience, on peut appeler ça comme on veut, mais voilà, c'est quelque chose à laquelle, donc, qui reste pour moi évidemment un moment important de ma propre carrière et au-delà, quoi. Voilà. J'hésite au niveau du temps à continuer à vous questionner. Allez, encore un extrait et une dernière question, je pense, pour clôturer. Voilà, c'est cet extrait-là. Pour ceux qui connaissent le procès, bon, vous allez voir. Ça, c'est les magistrats de la Cour. Hein. Nous vous écoutons. Je fais une pause parce que je vois que ça vous fait sourire maintenant, mais je crois que dans quelques instants, on va vous voir sourire il y a quelques années également. Quand Jacques Vergès, avocat de Klaus Barbie, va parler, le glas sonne dans Lyon. Et donc... Voilà, je crois que je vous ai repéré grâce aux lunettes. Alors, plus sérieusement, on vous voit sourire. Pendant 4 minutes, il y a le clocher de l'église qui se met à sonner. Après ça, il y a un tonnerre, il y a de la pluie. À quoi on pense? J'imagine qu'il y a des gens qui se mettent à sourire, peut-être à rigoler de nerfs. Mais à quoi on pense dans ces moments-là? Écoutez, il faut que je vous raconte la scène quand même, si vous m'accordez 3 minutes, parce qu'elle est absolument incroyable. Nous sommes le 3 juillet 1987, le procès se termine. C'est le dernier jour et on attend Jacques Vergès qui va plaider pendant 2 jours. Il va plaider pendant 2 jours. Avant lui, il a fait plaider 3 avocats, un Palestinien, un Africain et 2, ouais, et un Allemand, je crois. Bon, et vraiment, c'est insupportable, insupportable. Et on sait que quand Jacques Vergès va plaider, ça va être insupportable, et ça a été insupportable. Des gens sont sortis, c'était des choses absolument atroces. Donc, on sait qu'il va raconter, qu'il va être horrible, et puis surtout, les résistants attendent. Il avait dit qu'il ferait des révélations sur Jean Moulin, etc., etc. Donc, vraiment, la salle, vous avez vu, elle est immense, immense. Et il fait 40 degrés là-dedans, on est le 3 juillet, à Lyon, l'été est très, très chaud.
et on est sous un dôme, donc tout le monde transpire et tout le monde, on est le matin, le procès s'ouvre et il va parler et on sait que ça va être insupportable pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Il se lève pour parler. Et il y a une phase avant celle-là. Au moment où il se lève pour parler, il y a le tonnerre qui s'abat sur Lyon, un orage. Et comme on est dans un truc qui amplifie le bruit, on entend le tonnerre, on entend la pluie c'est inaudible et il est obligé de se taire, Vergès. Il ne peut pas parler et il se rassoit et il est obligé de se taire et il est obligé de détendre. Et les éléments se calment et il se lève pour parler et à ce moment-là, c'est la scène que vous entendez. On est à côté d'une cathédrale et la cathédrale, bon, 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 là vous avez qu'un aperçu, mais ça fait un bruit pas possible, il est à nouveau obligé de se taire. Et là, vous avez vu, même le procureur général Cruche, il regarde en haut et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, même les plus agnostiques se disent, il y a une présence là-haut, c'est pas possible, il se passe quelque chose, les enfants reviennent, il y a un truc, quoi. Et je dois vous dire, moi j'ai été très proche du cardinal de Courtrai. Et un jour, je vois, après, le cardinal de Courtrai, la photo que je vous ai montrée, je la lui ai donnée de l'enfant. Et il l'a gardée jusqu'à sa mort, cette photo. Et elle est toujours dans le bureau du primat des Gaules, l'évêque, l'archevêque de Lyon. Elle est restée, cette photo. Et un jour, je dis au cardinal de Courtrai, je lui dis, Monseigneur, écoutez, vous me connaissez, vous savez que je suis un provocateur et il le savait. Et je lui dis, mais expliquez-moi, vraiment, le tonnerre. Bon, d'accord, bon, je sais ce que vous allez me dire sur le tonnerre. Alors, c'est bon, c'est pas à peine de me le dire. D'accord, on ne sera pas forcément d'accord, mais je sais ce que vous allez me dire sur le tonnerre. Très bien. Mais les cloches, c'est pas lui, c'est vous, les cloches. Et là, il me regarde avec un espèce de sourire. Il était assez drôle parce qu'il avait le visage du bas qui était très, très, très sévère et les yeux. Et en fait, il me fait comprendre avec ses mots, etc., qu'évidemment, on n'est plus dans l'humain, quoi. On est dans la transcendance. Et qu'évidemment, lui, il est pour rien. Donc, tout ça, c'est vraiment bon. C'est un signe du ciel. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est un truc qui est fou, quoi, qui se produit et qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui. Moi, quand je raconte un peu comme une blague, mais ce n'est pas une blague. Et là, merci d'avoir montré ces images parce que c'est quand même absolument saisissant, quoi. Voilà. Depuis, je crois en Dieu. Oui, merci Jean. Une dernière question. Après ça, on conclura. Je crois que vous avez une devise dans votre famille et qui colle tellement bien avec le thème qu'on a abordé. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Et je veux aussi la phrase en yiddish, si vous savez la dire. Non, mais en fait, elle n'est pas… La phrase, si vous faites référence, je ne sais pas où vous êtes allé chercher ça, mais il y a effectivement une devise dans ma famille, mais je ne sais pas si c'est à ça que vous faites référence. Si, c'est à ça. Alors, c'est mes grands-parents, alors je parle des Polonais, avaient fait un voyage, ils avaient 3 fils. Mon père était l'aîné des 3 fils. Et il y avait toujours des dissensions dans la famille, etc., etc. Et mon grand-père, quand ça n'allait pas dans la famille, il tenait ses propos qui sont « nous sommes, nous doit être, nous été ». Traduction du yiddish, nous sommes, nous doit être, et on a toujours été. En fait, c'est une traduction yiddishisante de Am Israël Chai, d'une certaine façon. Nous sommes, nous doit être, nous été. Et en fait, quand il y avait des problèmes un jour, mon père, qui était tailleur, avait fait un drapeau avec cette devise, qui est une devise vraiment complètement… nous sommes, nous doit être, nous été, c'est dans la famille. Et je vais vous faire une confidence, mais ne le répétez à personne parce que je crois que même sa mère ne le sait pas. Sa mère, c'est mon épouse, que Michel connaît bien sûr, puisqu'on s'est connus dans ces mouvements-là. Mon fils, le plus jeune de mes fils, c'est assez terrible après ce qu'on a entendu. Il s'est fait faire un tatouage et il a tatoué sur l'épaule « Nous sommes, nous doit être, nous été ». Mais sa mère ne le sait pas, ne lui répétez pas.
Tout est enregistré et sera répété, bien sûr. Je ne sais pas comment vous remercier. On a vu votre engagement toutes ces années pour la transmission. Vous avez écrit dans votre plaidoyer, c'était un procès pour l'avenir et un procès pour l'espérance. Et c'est ce que vous incarnez aujourd'hui, vous, avec votre famille. Et un grand merci d'avoir été présent, d'avoir ouvert à nouveau votre cœur, toute cette émotion. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire et je pense que c'est avec ça qu'on voudrait rester. Vous avez donné le message du peuple éternel de continuer la chaîne de transmission pour ne pas oublier qui on est et ne pas oublier également les victimes de la Shoah. Un grand, grand merci. Écoutez, moi je vous remercie à vous. Je ne sais pas combien il y a de personnes ici. J'imagine qu'il y en a certaines, en tout cas beaucoup que je connais peut-être. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous invite à vous abonner en bas à gauche de la vidéo pour plus de contenu Lille Mode. Merci.